C'est à vous surtout, parce que c'est très gentil ce que vous faites là. Ça permet de vider, d'évacuer là. C'est très bien. Bonjour à tous, je m'appelle Hugo, je suis cofondateur de Noctuaker et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Frédéric qui nous fait l'honneur de nous accueillir à Léognan pour nous raconter son histoire de cœur. Est-ce que tu veux bien te présenter en une phrase? Alors Frédéric Bayou, 59 ans, infarctus le 30 octobre 2018. Merci en tout cas de te prêter à l'exercice de partager ton histoire pour en faire profiter aussi nos auditeurs. Donc aujourd'hui, Frédéric va nous partager son histoire de cœur en 4 temps. Donc il va d'abord nous expliquer le contexte dans lequel il se trouvait avant son infarctus en 2018. Il va après nous raconter son infarctus assez particulier avec un autopontage. Ensuite nous raconter comment il a surmonté cette épreuve, la réadaptation, les professionnels qui l'ont accompagné, avant de conclure sur son nouvel équilibre de vie, ces nouvelles activités qui lui permettent aujourd'hui de profiter de la vie malgré cet infarctus. C'est parti, on se retrouve tout de suite pour l'interview. Frédéric Bayou, j'ai fait un infarctus en octobre 2018, le 30 octobre 2018 plus précisément, à 3 heures du matin. Je suis un ancien artisan boulanger, j'ai tenu une boulangerie pendant 10 ans, avec tout le stress et les problèmes qui peuvent se greffer à ce genre d'exercice qui m'a amené à effectivement subir un infarctus. Partager mon expérience, déjà parce que c'est pas une expérience, quelque chose de totalement atypique, ce qui m'est arrivé. Donc j'ai pas fait un infarctus comme tout le monde. J'ai fait un infarctus où j'aurais pu mourir, subir une nécrose totale du cœur, mais mon cœur m'a sauvé la vie. Donc c'est assez bizarre, mais pourtant c'est la vérité, puisque j'ai fait un autopontage. Frédéric de 2018, c'était un Frédéric qui faisait attention à rien du tout, qui est diabétique, qui mangeait n'importe quand, à n'importe quelle heure, n'importe comment, qui ne prenait absolument pas du tout soin de lui. Il travaillait comme un forcené pour sauver les meubles, en fait, puisque j'étais en grosse difficulté avec ma boulangerie. Donc j'ai fait passer tout le côté matériel avant le côté humain. Donc je voulais absolument me sauver et sauver ma boulangerie, et j'ai été jusqu'au bout de mes limites. Je goûtais les pâtisseries que je fabriquais, je faisais pas de sport, je piétinais, je travaillais beaucoup, donc quand je rentrais à la maison, j'étais tellement fatigué que, comme on peut dire, j'avais pas envie de regarder la télé debout. Voilà. Donc j'allais me coucher, je me reposais, j'avais plus du tout d'activité sportive, plus de loisirs, j'avais plus rien du tout. J'étais dans un stress total et permanent. Depuis tout petit, j'ai fait 10 ans de judo à partir de 6 ans. Ensuite, je suis passé au rugby et toute ma vie, j'ai joué au tennis, j'ai fait du patin à glace, toujours bougé, toujours bougé. J'ai fait tout le parc des Pyrénées, des Hautes-Pyrénées en randonnée. J'ai beaucoup pratiqué de sport dans ma vie en fait. Mais bon, comme quoi, le sport c'est pas une science exacte, hein. J'ai commencé à avoir le diabète à 23 ans et il m'a jamais handicapé, hein. J'ai toujours vécu normalement, avec une activité professionnelle très soutenue. Aussi, j'étais pas boulanger à cette époque-là, je bougeais beaucoup, j'avais un travail de force. J'ai toujours bougé, toujours. Je suis jamais resté à me laisser aller, en fait. J'ai fumé depuis très jeune, pendant pratiquement 40 ans, un gros fumeur, à 2 paquets de cigarettes par jour en moyenne. Facteur de risque, j'ai le diabète, j'ai dans ma famille aussi des gens qui sont diabétiques, qui ont eu des problèmes cardiaques, sans pour cela faire des infarctus. Mon père, lui, il avait les artères qui se rétrécissaient, donc il était sous trinitrine en permanence, sous patch de trinitrine. J'ai jamais eu d'exemple vraiment concret en face de moi, voilà, d'infarctus. Donc avant ce fameux mois d'octobre, j'ai perdu mon père le 17 mars 2018, et suite à ça, je me suis retrouvé avec de l'hypertension. Donc on m'a découvert de l'hypertension. Donc j'étais traité pour de l'hypertension et je prenais des médicaments tous les jours pour soigner cette hypertension, pour faire baisser. Et ces médicaments, je pense, à mon goût, étaient trop forts. Donc me provoquaient des douleurs dans la poitrine qui étaient assez violentes. Donc ça, c'était, je pense, les prémices de l'infarctus, qui n'a pas été pris au sérieux par le cardiologue que j'avais en face. En fait, je suis arrivé le 30 octobre, en pleine nuit, à 3 heures du matin, à ressentir la douleur que je ressentais quand je prenais les médicaments pour la tension. Exactement la même douleur dans la poitrine qui montait dans la gorge, là. Alors, j'ai pas eu de douleur dans le bras, ça n'a pas été une douleur violente comme on peut me la décrire. Moi, j'ai pas ressenti ces douleurs-là, mais suffisamment pour me réveiller. Donc, je me suis levé. À 3 heures du matin, c'est totalement inconscient ce que j'ai fait. Je me suis levé, je suis allé boire un verre d'eau fraîche et je suis parti me recoucher. Parce qu'en fait, j'embauchais ensuite il y a 5 heures du matin. Donc le peu de temps qui me restait à dormir, je suis parti
me recoucher. Et à 4h30, je me suis levé pour partir travailler. Et puis j'ai été travailler, j'ai tenu ma boulangerie le dimanche matin sans aucun souci. Alors pas très en forme, hein, vaseux, un peu oppressé au niveau de la poitrine, mais bon, voilà, j'ai tenu mon poste, je travaillais, j'ai fait mon boulot. Ensuite, on est rentré à la maison. L'après-midi, j'étais assis sur le canapé, mon épouse trouvait que j'avais un visage un peu bizarre, avec des grosses cernes noires sous les yeux. Elle m'a dit, est-ce que tu veux que je t'amène aux urgences? Encore une fois, chose totalement inconsciente, j'ai dit non, je vais me reposer, je suis fatigué. Effectivement, je me suis reposé, et puis je lui ai dit, demain ça ira mieux, le lundi on était fermé, donc j'étais de repos, je me porterai mieux, tu verras, je serai reposé. Effectivement, le lundi matin, je me suis levé avec une forme olympique, je suis allé bricoler avec la perceuse chez une amie, je fumais toujours, voilà, je fumais, tout était normal, j'avais plus aucune douleur dans la poitrine, tout était normal. Et ma femme, entre-temps, a pris rendez-vous avec le médecin, qui m'a de suite dirigé vers le cardiologue privé. J'ai dit au cardiologue, je viendrai vous voir mardi à 14h quand j'aurai terminé ma journée de travail. Donc on a repoussé encore d'un jour. Donc le mardi, j'ai tenu mon poste de travail. Le lundi soir, j'avais embauché à 1h du matin. J'ai tenu ma nuit tout seul, c'est totalement inconscient encore. J'étais tout seul dans le fournil. Il n'y avait personne avec moi. Donc c'est totalement inconscient, sachant ce que j'avais. Et le mardi à 14h, 14h30, je me suis retrouvé chez la cardiologue qui m'a fait un électrocardiogramme, qui m'a dit vous vous asseyez sur ce fauteuil, vous avez fait un infarctus. Et en fait, j'ai très mal réagi à son diagnostic parce que en fait, je me sentais parfaitement bien et j'ai pris mon blouson et j'ai voulu partir. Elle, entre-temps, a téléphoné à Haut-l'Évêque, à Pessac, a pris rendez-vous avec les urgences de Haut-l'Évêque et elle m'a dit je vous laisse partir, mais faites-moi plaisir, faites-vous accompagner à Haut-l'Évêque. J'ai dit, mais bien sûr, madame. Et donc, après, je me suis retrouvé donc aux urgences à Haut-l'Évêque à 4h30, 5h de l'après-midi. Et là, changement d'ambiance. Le Frédéric Warrior, là, bien dur, en fait, il est descendu d'un étage. Là, il s'est retrouvé vraiment devant la réalité et avec tout ce qui va avec la peur, la terreur que ça peut provoquer. Et j'ai eu droit à une coronographie, c'est assez compliqué à raconter ça, voilà. En fait, il s'avère que j'ai fait un autopontage, que mon cœur a fabriqué une dérivation. J'ai eu une veine qui s'est pincée, donc avec une nécrose inférieure du cœur inférieur droit. Le sang à l'endroit où la veine était pincée est reparti vers le haut, a pris la dérivation que le cœur avait préparé à l'avance et j'ai continué à vivre. Et normalement, j'aurais dû partir en fait. C'est pour ça que je dis que mon cœur m'a sauvé la vie. Donc c'est un peu un cas spécial. Donc à ce jour, j'ai aucune réponse sur le sujet. La seule réponse qu'on m'a dit, c'est je peux pas vous dire pourquoi vous et pas votre voisin. J'ai pas la réponse de combien de temps ça va tenir. Enfin, ça, c'est une angoisse perpétuelle, quelque chose que j'ai en moi. Et je me dis, pour l'instant, je profite. La vie est belle, je profite, mais je sais pas quand c'est que ça va s'arrêter en fait. Peut-être jamais. Peut-être que ça va continuer, que ça va tenir. Je me dis qu'il n'y a aucune raison. Je suis surveillé pour ça. Mais voilà, mais c'est quelque chose de magnifique. Dans le malheur, c'est quelque chose de magnifique. Ensuite, je vais en soins intensifs pendant 48 heures. Donc interdit de bouger parce qu'on m'a mis un ballonnet. Donc le ballonnet, pour pas que l'artère se rétrécisse à nouveau, il faut rester tranquille le temps que le volume reste, que ça se solidifie tel qu'il a été fait. Donc c'est ce qu'on m'a expliqué. On n'a pas le droit d'aller aux toilettes, rien du tout. Voilà, pendant 48 heures comme ça. Ensuite, on me monte en chambre, toujours pas le droit de me lever. Mais comme moi, je suis quelqu'un de têtu, peu farfelu, je me foutais le camp avec ma perfusion dans les couloirs. Donc, je me faisais rattraper au vol. On me mettait un bon saxo et retourne te coucher. Voilà. Ça a duré pendant 3 jours comme ça. Et après, on m'a donné l'autorisation de me lever pour aller me doucher. Voilà. Et je suis resté pratiquement, on va dire, un peu plus de 2 semaines à Haut-l'Évêque, sous surveillance, uniquement avec un holter qui surveillait jour et nuit mon cœur. Donc je suis resté comme ça. Ensuite, à la fin du séjour, on m'a dit, vous allez aller faire une scintigraphie. C'est cette scintigraphie qui déterminera si on vous fait un pontage, si le pontage que vous avez eu est viable, ou si on vous en fait un cliniquement, ou bien si on vous met des stents. Donc j'ai fait ma scintigraphie, et puis je suis ressorti, et on m'a dit, vous pourrez rentrer, aller fabriquer du pain. Bientôt, vous pourrez retourner fabriquer du pain ou on vous laisse rentrer chez vous. Voilà, votre pontage naturel est totalement viable et on vous laisse, on va vous surveiller. Je m'en tire pas sans séquelles. Je m'en tire avec une nécrose qui est quand même assez importante, mais qui est minime par rapport à ce qu'elle aurait dû être. Et donc avec des essoufflements, des douleurs dans la poitrine, je prends des médicaments, il y a quand même des choses qui me tiennent en vie. Quand je vais chercher mes médicaments à la pharmacie, je dis que je vais chercher mes rations de survie. Voilà, donc je sors avec des sus décalage, mais bon, je suis en vie.
Et c'est ça le principal, en fait, c'est d'être en vie et de vivre. Et moi, je dis à tous ceux qui se posent des questions, mais vivez. Voilà. Profitez de cette chance. Elle n'est pas donnée à tout le monde. Il y en a beaucoup, ils ont un infarctus, ils meurent de suite. J'en ai vu autour de moi, depuis. Et ça aussi, ça pose un problème quand on sait qu'on a eu cette chance-là et qu'on voit les autres partir à côté. Et même si on est heureux de toujours être là, moi je suis quelqu'un d'ultra sensible. C'est des choses qui me touchent énormément, ça. Je sors de l'hôpital, on me dit, vous rentrez chez vous, vous restez allongé pendant au minimum 15 jours, tranquille, sans bouger, sans aller faire des efforts surhumains. Vous restez 15 jours alité, tranquille, vous regardez la télé, vous prenez votre... Donc je reste chez moi, voilà. Je ne fais pas d'efforts, rien du tout, je ne fume plus. Voilà, j'ai stoppé la cigarette d'un coup, sans aide, sans rien du tout. C'est un profond dégoût pour moi aujourd'hui. J'ai fait un choix, le choix de vivre et pas de mourir. Donc j'ai stoppé la cigarette. La cigarette, c'est un poison que j'ai absorbé pendant plus de 40 ans. J'ai dépensé de l'argent à n'en plus finir, engraissé l'État. Et franchement, si j'avais su, j'aurais arrêté avant. Alors après, c'était un plaisir pour moi. Je n'ai pas craché dans la soupe. J'aimais ça, j'aimais fumer. Aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir arrêté. Je faisais des kilomètres pour aller chercher des cigarettes. J'étais un esclave, en fait. Et aujourd'hui, le fait d'avoir arrêté ça, c'est un réel bonheur pour tous les gens qui m'entourent, pour moi-même, hein. Donc après, pendant un an, quand je suis sorti du Haut-l'Évêque aussi, je suis fait prendre en charge par un kiné. Un kiné qui était spécialisé dans les problèmes cardiaques, parce que j'avais pas de place pour la rééducation cardiaque. Donc j'ai dit, je veux pas rester comme ça, moi, faut que je me remette en forme, que j'arrive à remarcher un peu, à bouger, je veux pas rester comme ça. Donc il m'avait remis sur pied, voilà, pendant un an. Et au bout d'un an, je me suis retrouvé en rééducation cardiaque à Haut-l'Évêque, suite à un examen de souffle, là, pour voir la capacité cardiaque qui peut nous rester. Et on m'a proposé de faire une rééducation cardiaque, il y avait une place pour moi. J'y suis allé. Et là, franchement, tous ceux qui peuvent le faire, ça, allez-y. Franchement. Parce que alors ça, c'est vraiment la meilleure des choses qui peut vous arriver pour arriver à remonter la falaise, à reprendre confiance en son corps, en son esprit. Alors c'est pas magique, il faut faire des efforts aussi de son côté. Il faut pas se laisser aller. Mais c'est magnifique. Et vous allez rencontrer des gens qui sont moins touchés, mais d'autres qui le sont beaucoup plus. Ça permet de relativiser, de se sentir un petit peu plus costaud, et ça permet surtout d'avancer, de se reconstruire. Au bout de 15 jours, j'ai recommencé à conduire un peu, donc j'ai été faire mon petit tour à ma boulangerie. Mon objectif était d'ouvrir pour les fêtes 2018. Je voulais absolument réouvrir mon magasin le 25 décembre. Donc à Haut-l'Évêque, je leur avais pris la tête avec ça, d'entrée. Je leur avais dit, vous débrouillez comme vous voulez, mais le 25 décembre, je dois être dans mon fournil pour les fêtes de Noël. Ils m'ont rigolé au nez et ils m'ont dit, mais c'est pas une angine ni une grippe que vous avez eue, donc vous allez commencer par vous reposer et ensuite vous verrez. Donc je suis reparti à ma boulangerie une fois que je suis sorti, et puis je me rappelle, je me suis mis à nettoyer le devant de porte parce qu'il y avait des saletés, tout un tas de trucs, et puis je faisais ça bien sûr façon bourrin, bien sûr, parce que je ne sais pas faire autrement. Donc sans prendre de délicatesse, vraiment comme un fondu, alors que je sortais de l'hôpital, sans prendre soin de moi, comme je faisais avant. Et puis là, il y avait une voiture arrêtée, un feu rouge juste en face, qui me met un coup de klaxon. Elle traverse, se gare à côté de moi, elle baisse la vitre. C'était une infirmière du Haut-l'Évêque, et qui me dit, t'as pas fait un infarctus, toi? Ah si. Alors tu vas arrêter de faire les choses comme ça et tu vas prendre le temps. Je peux vous assurer, ça m'a calmé de suite. Donc j'ai décidé de lever le pied et de me comporter autrement. Donc ensuite, j'ai réouvert mon magasin pour les fêtes. J'ai monté un dossier d'invalidité, donc en catégorie 1 d'abord, ce qui m'a permis d'avoir un peu de sous qui rentrent tous les mois. Et puis je me suis aperçu qu'en fait, il y avait le boulanger d'avant, le 30 octobre, et puis le boulanger d'après. Et le boulanger d'après n'était plus du tout le même. Il était mais sérieusement diminué. Il ne supportait plus la chaleur, des problèmes pour respirer. J'avais beaucoup de mal à respirer avec la chaleur étouffante qu'il faisait. J'ai tenu comme ça jusqu'au mois de juin 2019. Donc je faisais un mi-temps. La catégorie E, c'était un mi-temps, mais je faisais un mi-temps de boulanger, c'est-à-dire 4h du matin, 14h. Donc voilà, c'était un mi-temps de boulanger, donc c'était 10h, voilà. Je fermais l'après-midi pour me reposer. Je m'apercevais au fil du temps que, en fait, mon état ne me permettait plus de remonter la falaise et d'arriver à me battre comme je me battais avant. Donc j'ai décidé de demander la liquidation de mon commerce, et là c'est on va dire entre guillemets, le deuxième infarctus. Là. Par contre celui-là, il a été, je vais même dire le truc, hein, pour moi, je pense que le deuxième choc, il a été plus violent que le premier, parce que c'était 10 ans de ma vie qui s'effondraient,
du temps perdu, de l'argent perdu, puis tout s'arrête d'un coup et c'était difficile à remonter. Il a fallu que je lutte sur les deux tableaux. Après j'étais entouré par ma famille. Hein. Ma famille, voilà, ça c'est important aussi. Alors moi j'ai cette chance-là, hein. J'ai beaucoup de chance moi dans mon malheur. Beaucoup de chance que peut-être d'autres n'ont pas. Donc j'ai eu ça. Après, je suis un chrétien, je suis quelqu'un de chrétien. Je me suis engagé avec un ordre chrétien qui s'appelle l'Ordre de Malte, justement, pour déjà remarcher, parce que quand on fait des maraudes dans les rues de Bordeaux, c'est 7 ou 8 kilomètres à chaque fois. Et puis, c'est rencontrer des gens qui sont dans une telle misère qu'en fait, on n'a pas envie de penser à soi. La seule chose dont on pense, c'est à ces pauvres gens, à ce qu'ils subissent. Et on se dit que nous, ce qu'on a, c'est de la gnognotte à côté. C'est rien. Et je peux vous assurer que ça aussi, j'encourage les gens à faire des choses comme ça. Ça permet aussi de bien se reconstruire et de s'apercevoir qu'en fait, ça sert à rien de se regarder le bout du nez. Il faut regarder aussi autour de soi. Il y a mieux, il y a beaucoup plus mal aussi. Et moi, j'ai fait ces choix-là pour me reconstruire aussi. Ça m'a beaucoup aidé, ça. De rencontrer des gens dans cet ordre-là, qui sont d'une bienveillance et d'une gentillesse hors du commun. Et alors, ça n'a rien de sectaire. Hein. Les gens ils disent, ouais, c'est une secte, mais non. Hein. Pas une secte. Hein. On fait ce qu'on veut, on y va quand on veut. Il n'y a pas de contraintes. Alors moi, avant de faire l'infarctus, j'étais quelqu'un qui avait les dents longues, donc qui voulait toujours plus. Donc qui cherchait toujours l'argent, à courir après l'argent, tout ce qui est matériel. Le jour où j'ai fait l'infarctus, en fait, après, quand on se retrouve à l'hôpital, allongé sur un lit, on est seul face à soi-même. Et là, on cogite, on réfléchit. Et on s'aperçoit qu'en fait, tout ce qu'on a pu accumuler autour, je sais pas, la belle voiture, la belle maison, mais tout ça, en fait, c'est de la merde. En fait, ça vaut rien, quoi. C'est rien à côté de la vie. Donc, le principal, c'est de vivre et d'être en vie. Et moi, ça m'a apporté ça. Ça m'a permis de plus être ce que j'étais avant, en fait. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus ouvert aux gens. J'ai plus d'humanité. Je suis moins orgueilleux. Je suis beaucoup plus sensible que j'ai été. Énormément. Mon taux de sensibilité, c'est devenu énorme en fait. J'ai plein de trucs bizarres qui me sont arrivés depuis. Et bon, je vais pas énumérer ça là parce que en fait, on va me prendre pour un branque. Mais, mais voilà. Mais bon, j'ai des choses à moi qui sont totalement différentes de ce que j'étais avant et qui m'apportent que du bien-être en fait. Voilà. Et ça me permet de m'ouvrir beaucoup plus au monde vivant que à tout ce qui est matériel. Voilà, matériel, je m'en fous aujourd'hui. Même si je trouve ça magnifique, hein. Il y a des choses qui sont très belles. J'apprécie le matériel. Mais c'est pas. Je vais plus courir après. Voilà. Voilà. Juste un petit peu pour avoir ce qu'il me faut, sans pour cela en avoir trop. Ça sert à rien. On arrive tout nu et on repart tout nu. Faut pas oublier ça. Je suis pas tout le temps heureux. J'ai des baisses de régime, hein. Des grosses baisses de régime, des fois qui durent pendant un bon moment. Donc j'absorbe beaucoup l'énergie des autres, énormément, donc ce qui me détruit intérieurement, et je suis obligé de m'isoler. Donc quelquefois je m'en vais dans les bois, dans la forêt, comme on est là, dans le parc ici, marcher pour me retrouver les oiseaux, quand il n'y a pas de bruit, voilà, j'aime bien. Et, et donc je vais me ressourcer dans la nature, mais j'ai des baisses de régime comme tout le monde. Après je suis pas toujours au top, hein, mais j'essaie de me rendre heureux le plus possible. Des choses, mais il y a des choses que je faisais avant que je ne fais plus. Il y a des trucs où, voilà, j'ai plus de réticence. Il y a des fois à sortir, il y a des sorties que je vais plus faire. Je sais pas, il y a toujours un petit truc derrière ma tête qui me dit, tu vas pas être capable de faire ça, il faut pas faire ça, va pas là. J'ai toujours ce petit truc, ça s'en ira jamais. Quand on vit des chocs de ce style-là, il y a des choses qui restent imprégnées et qui le seront jusqu'à la fin des jours. Pourquoi? Parce que ça permet en fait d'écouter son corps et ça permet d'avoir son corps en alerte en fait. Moins de petits signes, direct on le ressent et puis on fait le nécessaire justement pour pas sombrer, pour pas se retrouver au cimetière tout simplement. Et moi j'encourage tous ceux qui se posent des questions sur leur santé. J'ai vu sur le groupe d'Evelyne des gens qui mettent des messages quelquefois, oui voilà j'ai une douleur là, j'ai ci, j'ai ça.
En fait, quand tu as une douleur, tu appelles les secours. Tu poses pas la question sur le groupe. On n'est pas des médecins, nous, sur le groupe. On est juste des gens comme toi qui ont vécu la même chose. Ils peuvent te conseiller sur la marche à suivre, mais en aucun cas on pourra te donner des solutions cliniques. Va aux urgences, ne mets jamais ta vie en danger. Ta vie, elle est précieuse. Et quand on a eu un infarctus, eh bien, on va à l'hôpital même pour rien. Dès qu'il y a une petite douleur, on y pense. C'est obligé, on y pense. Voilà. Après, je sombre plus comme j'ai fait les 3 premières années là, dans des crises de panique, pour de suite appeler les secours et tout ça. Bon, j'ai appris, hein. Avec le temps on apprend. On apprend à repérer un petit peu les douleurs, les véritables douleurs. Par exemple des douleurs au niveau des côtes ici là, c'est pas forcément le cœur. Ça peut être tout simplement les nerfs intercostales qui se coincent et qui provoquent des douleurs sur tout le long là. En fait, ça peut être des brûlures d'estomac, voilà, qui provoquent les mêmes douleurs qu'un infarctus. Donc ça, j'y suis passé, ça m'a été expliqué, donc c'est pour ça que j'en parle. Sinon, on ne vit plus, en fait. On ne peut plus. C'est ce que j'ai vécu pendant 3 ans. Pendant 3 ans, j'étais bloqué, en fait. J'arrivais pas à avancer. J'ai fait de l'hypnose, d'un suivi psychologique, justement pour arriver à me sortir de ce moment-là, en fait, qui est très difficile à vivre. Quand les gens en parlent, de suite, on se remémore ce qu'on a vécu. C'est compliqué à revivre, mais bon. Alors mon suivi médical, il a évolué en fait les 2 premières années de 2018 à 2020. Donc j'ai eu la rééducation cardiaque, entre-temps, 3 mois. J'avais 2 scintigraphies par an, les 2 premières années. Ils m'ont fait 2 scintigraphies, une tous les 6 mois. Je suis stupéfait quand je vois qu'il y a des gens qui en ont une que tous les 5 ans. Moi j'en avais une tous les 6 mois, les 2 premières années. Donc c'est quelque chose qui est différent d'eux. Donc en fait, ils voulaient tout simplement voir si moi, mon truc était viable. Donc et si ça tenait. Aujourd'hui, là, avec le temps, ça s'est estompé. Après, on est passé à une par an. Et aujourd'hui, j'ai même pas de scintigraphie. On me fait une épreuve d'effort comme ça. Ou simplement un électrocardiogramme. On regarde si tout va bien. Ils regardent mes prises de sang. C'est comme ça. C'est beaucoup plus léger comme suivi. Mais dès que j'ai un problème, moi, je m'en vais directement aux urgences à Haut-l'Évêque. Je vais pas ailleurs. Voilà, j'appelle même pas les pompiers parce que les pompiers, ils suivent ce que le SAMU leur dit. Alors, le SAMU leur dit s'il y a de la place dans le Lot-et-Garonne, vous l'envoyez dans le Lot-et-Garonne. C'est un exemple que je donne, mais c'est la vérité. Que j'essaie toujours d'aller directement aux urgences à Haut-l'Évêque. Ce sont les spécialistes. C'est voilà, c'est eux qui gèrent le cœur. Et je vais chez eux, et j'étais pris en charge là-bas. Et ils m'ont dit d'y aller autant que je voulais, dès qu'il y avait un problème, de venir même pour rien. Voilà, j'ai des extrasystoles. Je suis allé un jour en pleine crise. Chaque fois que j'y allais, j'avais pas de crise. Donc ils trouvaient rien. Ils faisaient, tout est parfait, monsieur, prise de sang, tout. Alors, au l'évêque, ils font même une radio des poumons quand on y est. Tout y passe, hein, les poumons, le cœur, on fait la totale. Prise de sang et les extrasystoles, en fait, pour arriver à les détecter, il faut être en crise. Et un jour, j'ai eu ça pendant le confinement et ma femme m'a conduit aux urgences vite fait et j'ai des extrasystoles, donc ça a été traité avec le bêta-bloquant. Ils ont augmenté un peu la dose de bêta-bloquant. Aujourd'hui, j'en ai beaucoup moins. Voilà, j'en ai quelques-unes encore, mais elles sont vraiment tout petits, tout légers. Moi, aujourd'hui, je vais dire que je vis normalement. Je vis normalement, je peux plus travailler. Je vais essayer de retravailler. J'ai fait des démarches pour le faire parce que je suis pas quelqu'un qui aime rester les 2 pieds dans le même sabot. Ça fait là 7 ans. Il m'a fallu tout ce temps pour me remonter. Aujourd'hui, je me sens capable d'aller de l'avant. Je vais essayer de retravailler un peu. Alors, un petit peu, pas de surmenage, pas de choses comme ça. De toute façon, s'il y a du surmenage et que je dois me mettre en danger, je me retirerai direct. Voilà, il n'y a pas... C'est plus comme avant. Je vais pas aller au-delà pour faire plaisir à quelqu'un, au-delà de mes limites. Après, je vis à peu près normalement, ouais. Avec quelques angoisses de temps en temps, ça arrive, hein. Ça arrive d'avoir des petites angoisses concernant le cœur. C'est toujours présent. Alors moi, l'avenir, c'est au jour le jour. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'avenir. Moi, je vis au jour le jour. Le matin, je me lève, je prévois des choses, mais jamais à long terme. C'est fini, ça. Je fais pas des prévisions sur dans 2 ans, je ferai ci, dans 1 an. Non, c'est la semaine prochaine, je ferai ça, ou demain, je ferai ça, mais ça va jamais au-delà de, allez, 1 semaine, allez, on va dire 1 mois. Je vais jamais au-delà de ça. Je vis au jour le jour, voilà, et je vis heureux. Je dirais, quand on te demandait d'arrêter de fumer, tu aurais dû écouter, déjà, voilà. Tu aurais même jamais dû commencer, ça aurait été mieux. Être moins envieux, qui est un peu plus cool sur toutes les envies, tout ce qu'on a envie d'avoir. Alors après, la boulangerie, je l'ai pas acheté pour être riche, moi. J'ai jamais eu cette ambition-là. Moi, j'ai acheté une boulangerie pour fabriquer du pain pour les secours populaires. Voilà ce que je voulais faire. C'était mon but. Mon but, c'était de gagner ma vie sans devenir riche, pouvoir gagner ma vie correctement quand même. C'est un métier qui est difficile.
Ça s'est jamais produit, j'ai jamais pu gagner ma vie correctement en 10 ans. Mais c'était mon but de gagner ma vie, mais de partager, de pouvoir partager. J'ai toujours voulu aider les plus faibles. Voilà, moi je suis comme ça. C'est ma nature, depuis tout petit. Mais qu'il faut garder confiance et espoir. Alors confiance en la médecine, c'est quand même nos sauveurs. Et puis un espoir de jours meilleurs. Plus on est dans le négatif, plus c'est le négatif qui arrive. Alors je dis pas qu'il faut vivre sur un nuage, dans le pays des bisounours, c'est pas ça. Mais il faut s'attirer du bonheur en fait, et essayer de vivre. Et puis arrêter de se bloquer là. Oui, voilà, j'ai pris un petit apéro, et bien un apéro, c'est la fête. Voilà. Et comme j'ai mis sur le groupe la dernière fois, boire un petit gorgeon et se prendre une petite castagne de temps en temps, ça n'a jamais tué personne. Il faut savoir se faire plaisir et vivre. C'est pas pour ça qu'il faut boire un gorgeon tous les jours, mais une fois de temps en temps, manger de la charcuterie, bonne bouffe une fois de temps en temps. Voilà, c'est la vie en fait. Sinon la vie elle est triste, c'est triste. Et je suis diabétique en plus, mais j'ai un taux de sucre, une hémoglobine glycée qui est nickel. Et franchement, pas un bon élève. Je vis. La vie est belle et puis il faut continuer à vivre et avancer. Et essayer d'aider les autres, vous verrez, ça vous aidera vous-même.